Alors merci, voilà, et on va passer. Alors là, vous aviez la brochette, enfin c'était le duo de médecins. On va passer aux non-médecins. Alors de temps en temps, on a quand même si on n'est pas médecin, on a quand même le droit de parler aussi de santé. Alors je vous raconte ça parce que je vous raconte mes guerres. Et je me souviens d'un jour où je me suis fait mais complètement incendier, où on parlait de santé, environnement, travail et un peu de judiciaire. Et il se trouve, pour les raisons diverses, je pouvais pas mettre tout le monde à la table, que on n'était que des non-médecins à la table. Donc il y avait une juge spécialisée là-dessus, un magistrat. Il y avait notre Laurence Anacte qui était spécialisée là-dessus. Il y avait psychosociologue, mais on l'avait pas mis. Je vous raconte pas la voilée. Je me suis dit comment vous osez, mais vous n'avez pas le droit, madame. Vous n'avez pas le droit. Donc nous n'avons pas le droit, mais nous le prenons. Et donc voici professeur Christine Geoffrion. Alors j'ai pris une photo officielle là, Christine, parce que l'autre elle était une photo de vacances et donc c'est bien. Elle est professeure des universités. Je la connais depuis un petit moment, comme dirait le canon, en psychologie du travail et des organisations, est très centrée sur ce qui est, j'allais dire pour nous important, les deux choses que sont et l'innovation et tout ce qui est les impacts réciproques, organisation et management. Et elle dirige un laboratoire et une équipe dont je me rappelle pas le nom parce qu'il a un nom à coucher dehors, mais en gros qui est sur risque et adaptation au changement à l'université Grenoble-Alpes. Alors voilà, toi, je dirais un peu de tous tes yeux et pas seulement de celui du Cyclope qui est celui d'enseignant avec tes étudiants, mais aussi du terrain et des terrains qui te ramènent. Comment tu vois un peu tout ça et justement évoluer ces questions de santé mentale au prisme, j'allais dire pour le coup, de la psychologie du travail, de la dynamique du changement et autres, dans les structures privées et publiques que tu regardes. Alors le truc sur le menton pour que ça marche. Oui. Donc, bonjour à tous. Alors, d'abord, je ne dirige pas un labo, je dirige une équipe dans un labo qui s'appelle Risque et accompagnement au changement. Je ne voudrais quand même pas usurper une place qui n'est pas la mienne. Alors, en fait, moi, je vais surtout rebondir sur ce que dit ma collègue à ma droite, puisque tu parlais d'approche collaborative. Et je crois qu'en effet, dans l'évolution de la santé mentale, en fait, il y a aussi l'évolution des besoins des salariés. L'évolution des besoins des salariés, notamment depuis la crise du Covid, mais ça avait déjà bien commencé avant. Et effectivement, les besoins ne sont plus les mêmes. On parlait tout à l'heure très rapidement de porosité entre vie professionnelle, vie personnelle, qui est extrêmement importante. Et on parlait aussi de vocation. Les vocations changent. Les priorités ne sont plus forcément placées au même endroit, au même curseur, etc. Donc, ça peut effectivement aussi avoir un impact sur la santé mentale. Mais moi, je vais m'appuyer sur une approche organisationnelle, notamment en prenant appui sur ce qu'on appelle les espaces de discussion sur le travail. Et je regarde ma collègue de gauche, puisque à la RACT, on a beaucoup parlé et on parle encore beaucoup de ces espaces. En rebondissant sur l'approche collaborative, moi j'ai plutôt parlé d'approche participative, c'est un peu la même chose, mais enfin, comment finalement on fait participer, on fait analyser le travail par les salariés eux-mêmes. Et ces espaces de discussion, on a mené une étude via un doctorat qui est en train de se faire. Je vais nommer d'ailleurs la doctorante, qui est une psychologue du travail qui s'appelle Laetitia Vital, et qui travaille sur les espaces de discussion sur le travail au sein d'EHPAD. Et elle a comparé comme ça les espaces de discussion au sein de 12 EHPAD de la région sud-ouest de la France. Alors comme quoi, voilà, on la co-dirige avec deux collègues, on est un peu le triangle, un triangle, puisque moi je suis à Grenoble, elle est à Bordeaux et mon autre collègue était à Amiens, comme quoi. Et puis c'est du bol, parce que si jamais tu dis des méchancetés, ils sont pas là. En plus, donc je peux dire ce que je veux, j'ai carte blanche. Donc, en fait, c'est parti aussi d'une enquête, hein, j'ai sous les yeux les chiffres, 38% des salariés qui estimaient ne pas avoir, des soignants notamment, ne pas avoir suffisamment de temps d'échange avec leurs collègues et avec l'encadrement pour s'exprimer sur leur façon de travailler. 38%, c'est déjà énorme. 52% qui estimaient que les informations ne circulaient pas correctement. Ça aussi, c'est important. Donc là, je veux vraiment prendre à la fois la posture, comment dire, sous l'angle managérial et sous l'angle pratico-pratique des groupes de discussion. Qu'est-ce qu'on a étudié finalement? C'est plusieurs critères pour étudier ces groupes de discussion. Quels sont-ils d'abord ces groupes de discussion? Ce sont des réunions qui existent. Ça peut être le morning, comme on appelle ça dans les EHPAD du matin, où on explique un petit peu quel va être le programme de la journée. Ça peut être la réunion de transmission.
ça peut être la réunion hebdomadaire, ça peut être la réunion de fin de journée. Bref, il y a plein comme ça de ce qu'on peut nommer des espaces de discussion, mais qui prennent des formes diverses et variées, et au sein desquels a été étudié plusieurs critères, notamment l'utilité. Est-ce que cette utilité était perçue par ceux qui participaient, par ces soignants qui participaient à ces espaces de discussion? Est-ce que véritablement ils percevaient une utilité à ces espaces? Est-ce que ça leur permettait vraiment d'accéder à ce qu'on appelle le réel de l'activité? Est-ce qu'ils pouvaient vraiment échanger sur les difficultés qui étaient les leurs, les contraintes, les ressources qui étaient les leurs? Est-ce que, deuxième critère, en dehors de l'utilité, ils percevaient un pouvoir d'agir et une capacité d'arbitrage? On parle beaucoup de l'importance de faire participer à la prise de décision les soignants à propos du travail qui les concerne au final. Eh bien, voilà, la question était de savoir si ces groupes, si ces espaces de discussion permettaient en effet ces capacités d'arbitrage, ces capacités de participer aux décisions qui les concernaient. Est-ce que ces groupes de discussion, ces espaces de discussion permettaient aussi de souligner ou pas le soutien social qu'il pouvait y avoir entre les différents collègues? Toutes les études montrent que le soutien social est extrêmement important. Soutien social sous ses différentes formes, instrumental, sur le partage du matériel, le partage soutien instrumental, oui, et notamment du matériel, des compétences techniques, le soutien émotionnel, sur voilà, quand on travaille avec des soignants, quand on travaille avec des patients, ce soutien émotionnel est extrêmement important. Ce qu'on appelle aussi le soutien informationnel. Est-ce qu'on partage ou pas les informations qui nous concernent, ou est-ce qu'on fait de la rétention d'informations? Donc voilà, toute cette question du soutien social était évaluée. La question aussi de l'apprentissage organisationnel. En quoi finalement ces espaces de discussion permettent ou non aux salariés finalement d'accroître et de monter en compétences ou pas? Ça, c'était extrêmement questionné. Est-ce que finalement c'est utile, mais est-ce que ça permet aussi de grandir dans ce que l'on fait? Et est-ce que finalement ça crée de la motivation ou pas? On sait bien que la motivation, ça s'inculque pas. C'est quelque chose qui va résulter d'un environnement de travail et justement de tout ce qui se passe avec les collègues pour avoir envie ou pas de se lever le matin et de faire du bon travail. Et je dirais que au fil de ça, moi j'aimerais te poser une question, c'est que alors je sais bien que tu es l'université, c'est pas du conseil et que quelquefois il faut pas mélanger les choses. Mais alors attends, la question c'est est-ce que, parce que comme toujours faire parler les gens et autres, ça les aide à conscientiser les trucs et aussi à faire avancer ou pas le schmilblick. Moi j'aurais tendance à te poser la question très très triviale, c'est est-ce que dans ces différentes équipes, ces 12 équipes là, est-ce que ton étudiant ou tes étudiants ont observé, j'allais dire, une forme d'amélioration factuelle ou de choses qui bougeaient de ce côté-là pour, j'allais dire, finalement une meilleure écoute mutuelle opérationnelle? Et ben c'est là où je veux en venir, à savoir qu'effectivement ça dépend énormément finalement du type d'animation de la réunion. Et donc aussi de la formation et de la capacité qu'a la personne qui anime la réunion de pouvoir entendre les choses sans pour autant qu'elle les prenne pour elle-même. Et toutes les études montrent là encore que on parle toujours de la formation des managers. Mais effectivement, un manager comme peut l'être un psychiatre, comme peut l'être un médecin du travail coordinateur, comme peut l'être quelqu'un qui travaille à l'université, parce que nous aussi on travaille avec des collègues, on dirige des équipes. Il y a à boire et à manger, si je peux me permettre, dans tous les métiers. Exactement. Et la question est de savoir effectivement comment on est capable de pouvoir faire s'exprimer les salariés sur leur travail de manière à ce que finalement l'analyse du travail devienne une réelle réflexion collective où chacun apporte finalement en fonction de la place qui est la sienne, puisse partager, puisse faire connaître, puisse faire grandir en compétences. Cette réflexion collective, on montre combien elle est importante et elle résulte énormément, je le répète, de cette capacité d'animation et de cette capacité de manager les équipes en ce sens où on n'a pas une posture haute, mais comme tu le disais très clairement Magali, d'avoir une position d'égal et qui permet la reconnaissance, qui permet l'expression et qui finalement va susciter de la motivation dans son travail parce qu'on est entendu, parce qu'on est reconnu et parce qu'on entend les contraintes, les ressources qui sont les nôtres.
Ouais, mais merci, mais d'ailleurs, une autre étude, alors j'ai pas la référence, mais c'est une étude internationale là, qui dit que c'est très simplifié puisque c'est une étude anglo-saxonne encore une fois, mais quelquefois c'est bien intéressant, ils nous disent que sur les 3 facteurs qui finalement déterminent la motivation et l'énergie positive qu'on met dans un travail, il y a 3 trucs. Il y a le contenu du job en soi-même, il y a l'animation par le manager, mais le 3e, c'est le groupe. Et curieusement, moi, je veux dire, je pensais que c'était l'un des 3, et ben c'est celui du milieu, c'est-à-dire en gros finalement ce que tu appelles le soutien, enfin le soutien qui n'est pas qu'un soutien hiérarchique, mais qui est le soutien du groupe, qui est déterminant. Alors, si vous voulez bien, on va passer.